Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. De bande dessinée, de gogno et de matraque molle, bienvenue à E égale RG2, un projet de la chaire de recherche en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Anger, accompagné ce soir, comme à l'habitude, de Tania Beaumont. Salut! De Guillaume Plante. Allô tout le monde! Et d'Olivier Morissette. Salut! À E égale RG2, on parle de bande dessinée et plus spécifiquement, on est à la recherche du Tintin perdu. Comme on a déjà tout analysé, les bandes dessinées de Tintin, on le cherche dans d'autres BD pour pouvoir continuer nos recherches tintinoludiques. Et c'est pour cette raison que pendant l'été, on s'enferme à l'intérieur pour lire des BD parce que, comme le dit le célèbre proverbe, qui dit été, dit BD. Et on est à l'épisode 72 déjà de GLRG2 et ce soir, on va parler de la BD de la série Soda de Philippe Thom, paru aux éditions Dupuis. Et on a lu les 4 premiers albums de la série pour les besoins de l'épisode. Et c'est cool parce que soda, c'est un patois qu'on utilise, entre autres, François et moi, dans la vie courante. Ça nous vient probablement d'une tante du Saguenay. Ma tante du Saguenay, ben oui. Ouais, soda. Oui, puis vous savez, ça vient aussi de son... comme ses initiales hein, à ce personnage principal qui s'appelle David Solomon. Fait intéressant, il existe un chercheur bien connu dans mon domaine, celui des poissons, qui s'appelle Solomon David. Hein? S'il n'est pas dans la BD, j'ai cherché. Est-ce que tu vas l'appeler Soda la prochaine fois que tu vas le rencontrer? Hi, Mr. Soda. Oui. Parce que Solomon étudie les saumons? Non, malheureusement, non. Oh. Ben, c'est ça. Alors, ce soir, on va donc tenter de trouver Tintin dans Soda. On fait des recherches, évidemment. Olivier, toi qui es un chercheur professionnel, tu le sais plus que nous. Faire de la recherche comme on fait, ça coûte extrêmement cher. On a besoin de beaucoup d'argent. Et à chaque semaine, on a nos précieux commanditaires qui nous permettent de faire ce qu'on fait. Et il y a Alex Drouin qui est toujours là avec nous à chaque semaine pour nous présenter la publicité. Salut tout le monde, ça va bien? Oui, ça va? Et qui nous commandite ce soir, Alex? Eh bien oui, cette semaine, cet épisode de GLRG2 est une présentation de Sodalorama. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste en boissons gazeuses bon marché. Vous avez envie d'une boisson pétillante sucrée, mais n'avez pas le budget de Crésus pour vous en procurer? Sodalorama offre les meilleurs équivalents aux produits populaires à une fraction du prix et une même fraction de qualité. Retrouvez les alternatives à vos produits favoris comme Rocco Coca-Cola, Pepsi, Canada Dry, Sprout, Seven Up, Interne Pepper, Messendou, Red Campagne et sans oublier nos savoureuses cruches à l'orange et aux framboises. Vos papilles n'en reviendront pas d'autant de délicieux gaz. Comment Sodalorama peut offrir des prix aussi ridiculement bas? Tous nos ginger ales sont faits à partir d'authentiques rebus de gingembre de restaurants de sushi. Miam! Nos crèmes soda sont concoctées à base de crème passée date laissée dans les poubelles des grandes chaînes d'épicerie. Un délice! Et notre CO2 provient quant à lui de toutes les respirations de notre stagiaire Michael. À couper le souffle! Profitez de notre promotion sur le 2 litres de votre choix en inscrivant le code promo diabète et obtenez une casquette de champion de l'équipe perdante du dernier Super Bowl récupérée dans un pays du tiers-monde par notre haute stagiaire Joanne. Wow! Chez Sodalorama, notre seule consigne, on espère la garder pour payer notre loyer. Oui, ça donne soif, tout ça. Un autre beau moment de publicité par Alex One Take Drouin. Mais c'est là que je prends mon raid campagne, puis c'est quand même pas si mal là, pour un exilé là, du Lac-Saint-Jean là, quand tu as le goût de ton fixe. Hey, merci beaucoup, Alex. Évidemment, tu vas rester avec nous. Non, malheureusement, je dois quitter. Écoute, je participe à une levée de fonds aujourd'hui, puis c'est moi qui joue le rôle du gros chèque en coroplaste. À la prochaine, bonne émission! Salut! C'est ça, hein, les gens qui ont 2 jobs. Y a-tu quelque chose de pas correct qu'on fait pas? Je sais pas. Ben, il y a un gros horaire, hein. Faut le comprendre. Là, j'ai le goût de boire un 2 litres de Pepsi. Ben, t'auras pas le temps, Guillaume, parce qu'il faut que tu nous fasses le résumé. C'est tout à fait vrai. De la bande dessinée de ce soir. Oui. Alors, tant qu'à parler de Soda, on va parler de Soda. C'est une des milliards de séries de bandes dessinées qui est venue au monde dans les pages du journal Spirou. Dans le cas de Soda, c'est apparu le 22 avril 1986. On est très précis parce que Wikipédia me le permet. Et entre-temps, il y a eu 13 tomes qui ont paru chez Dupuis, parce que qui dit Spirou dit Dupuis.
Le premier tome, Un ange trépasse, est paru en 1987 et les nouveaux albums ont sorti à un rythme d'à peu près 1 ou 2 ans jusqu'au tome 12, Code Apocalypse, paru en 2005. Et là, il y a eu une longue pause jusqu'en 2014 parce que le dessinateur, qu'on va nommer plus tard, a quitté la série. On a trouvé un successeur et ça a pris 9 ans avant qu'il fasse un autre. Et là, c'est l'auteur qu'on a perdu malheureusement en 2019. Repose en paix, Philippe Tom. Et on a quand même annoncé que le 14e et dernier album de la série est toujours prévu, mais pour une date indéterminée pour l'instant. Les textes sont de Tom, du très légendaire duo Tom et Jean-Ry, qui nous ont donné d'excellents albums de Spirou et Fantasio, notamment La Frousse aux Trousses et La Vallée des Bannis, qu'on a mentionné précédemment dans le podcast, et bien sûr aussi Le Petit Spirou. Tom a également fait Sur la route de Selma avec Philippe Berthet chez Dupuis dans la collection Air Libre, qui est à peu près l'équivalent de Dupuis du Vertigo de DC Comics, un petit peu plus des BD plus matures. Il a également fait Le Gang Mazda avec Christian Darras, toujours chez Dupuis, et Les Minoukini avec Christian Darras, encore une fois, chez Glénat. C'est une BD à gag qui réussit à se passer dans une plage naturiste en restant clean et grand public. Chapeau là-dessus. Et finalement, entre autres, Berceuse assassine avec Ralph Meyer chez Dargaud. Les dessins. Comme on a mentionné précédemment, il y en a eu une couple de dessinateurs qui ont mis leurs plumes dans les planches de Soda. Le tome 1 et 2 et les 11 premières planches du tome 3 ont été faites par Luc Varnant, qui avait fait aussi la série Timothée O. Wang, qui est très peu connu, paru chez Spirou, puis publié chez Soleil. Varnant a abandonné le projet après 11 planches du tome 3 et il a vendu les droits à Tom en lui donnant la permission de continuer la série avec Qui veut. Donc, c'est Bruno Gazzotti qui a pris le flambeau à partir du reste du tome 3 jusqu'au tome 12. Qui veut n'étant pas disponible. Oui. Gazzotti a également fait la série Seul chez Dupuis. C'est quand même une très bonne série également avec Fabien Vellman. Et il est parti après le tome 12. C'est Dan Verlinden qui a pris le relais sur le tome 13 et fort probablement le 14e et dernier album de la série. Verlinden a été assistant de Tom et Jean-Ry sur Le Petit Spirou et Luna Fatale notamment. Alors, c'est tout naturel qu'ils reprennent Soda. Soda, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la série, elle se déroule dans une des seules villes des États-Unis où il se passe des choses intéressantes. Vous l'aurez deviné, je parle de la grosse pomme, la ville qui dort jamais, la ville lumière, la ville des vents, la ville aux 100 couteaux, New York. New York, c'est le berceau d'un troc de films, de séries télé et de bandes dessinées, dont le bon vieux Spider-Man que tout le monde aime. Et tout le monde sait que Spider-Man, il a été mordu par une araignée radioactive, puis il combat le crime en cachant sa carrière de justicier pour préserver la santé fragile de sa tante May. Pourquoi je parle de Spider-Man? Parce que Soda, c'est à peu près ce que Spider-Man aurait l'air si Peter Parker, au lieu de se faire poinçonner par un arachnide glow in the dark, s'était fait mort par un curé radioactif, ce qui aurait donné la force proportionnelle d'un homme du clergé en forme. Je vais élaborer. Soda, c'est le surnom de David Solomon ou David Solomon, une tête brûlée qui s'est sauvée de Providence en Arizona pour chercher fortune à New York, cette ville réputée pour son coût de la vie très bas, dis-je en mentant comme un gros arracheur de dents. Pour rassurer sa mère qu'on pourrait qualifier de sévère maman poule au cœur fragile, David va lui faire croire qu'il est devenu pasteur. T'sais, un petit bobard sans conséquence, pas vrai, hein? Eh bien, l'élastique du mensonge va sévèrement y péter d'en face quand son père, shérif, va mourir violemment. Maman Solomon, bouleversée et seule au monde, va perdre 0 seconde et va décider de vivre chez son fils. Le hic, c'est que dans une grosse coïncidence toute freudienne, Fiston a décidé de suivre les traces de papa et est devenu policier dans le New York des années 80, celui qui brassait sur un moyen temps, ce qui lui a coûté son innocence morale et 2 doigts dans sa main gauche. C'est là, bien sûr, que Soda va enfin décider de prendre ses responsabilités en révélant à sa mère sa nouvelle carrière. Not! Soda va décider de s'enliser 20 pieds de creux dans une pile de quiproquos en partant de son appartement déguisé en pasteur, se changer dans l'ascenseur, gagner son chèque de paye en gonnant le crime d'en face, remonter l'ascenseur en remettant son kit de pasteur, mousser, rincer, répéter. Et mes amis, c'est là où nous sommes rendus. Mais à quelques détails près, ça pourrait être la prémisse d'une pièce de théâtre d'été. Oui. Ou Vivre à 3. Oui. Avec des très gros gars. Où le quiproquo est roi. Oui.
Tu parlais tantôt de New York, évidemment, on dirait que justement les Français, ou du moins la BD, connaît à peu près juste New York. Imagine, là, tu lis une bande dessinée franco-belge, puis ça se passe à Milwaukee. On resterait-tu bête? À Dover, au Delaware. Ouais. Ouais, mais si l'histoire est intéressante. Hein? Oui. Voici comment ça va fonctionner pour la suite de l'émission. Tout d'abord, on va tous vous donner notre appréciation individuelle de la série Soda. Par la suite, on va faire un questionnaire, le questionnaire, où on va essayer d'associer les personnages des aventures de Tintin avec les personnages de Soda. Donc, on va littéralement essayer de trouver Tintin dans la BD de ce soir. Et à la fin de l'émission, on va donner une note qui est le taux total Tintin, qui sera une note sur la comparaison avec Tintin, qui n'est pas une note, évidemment, sur la qualité de l'histoire ou la qualité de la série. Olivier, commence donc, comme toujours. Oui, effectivement. Donc, Soda, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, on a entre autres dans ce duo qui commence la série, notre cher ami Tom. D'ailleurs, là, les dessins ressemblent beaucoup, sont très inspirés, à mon avis, là, de ce que Jean-Ry a fait là, avec Tom dans la reprise de Spirou. On en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est un dessin là, assez confortable, là, dont on s'attend, là, qui est assez intéressant tout de même, là, précis. C'est quand même un beau travail. J'ai moins apprécié les premiers tomes là, où est-ce que le style fait un peu particulier. Les personnages, là, je les qualifierais de poupées. Là. Ils ont des grosses têtes puis des petits corps. Puis je trouve que ça sert pas bien le propos de l'histoire. Là. Mais le style, après ça, évolue lorsque le nouveau dessinateur vient se joindre à l'équipe. Et puis, je trouve que ça mature plus. Là. Ça sert plus l'histoire là, ensuite. Donc, les tomes 3 et les suivants, là, je trouvais que c'était mieux réalisé là, au terme du dessin. Les scénarios, eux, assez solides, des histoires intéressantes. Je trouvais intéressant aussi que l'approche de chacune des BD reste un peu différente. Parfois, c'est du flashback. Les crimes vont changer, les investigations vont changer, puis les personnages autour de lui aussi là, vont évoluer. Là, ce qui nous fait des histoires là, puis des lectures un peu différentes à chaque fois. Ça, je pense que ça s'apprécie dans une BD qui est tout le temps des nouvelles histoires, là, que quand même le contexte autour du personnage change un peu. Pas avoir l'impression de toujours lire la même histoire. Là. Puis, on l'a dit, hein, ça se passe dans New York. Hein, New York, dans l'œil de la BD franco-belge. Là, c'est correct, c'est bien livré, mais des fois, c'est peut-être un peu cliché là, à certains endroits. Là. Des fois, c'est assez à gros traits. Il y a peut-être des généralités de New York là, qui peuvent faire sourciller un peu, là, mais tout de même, c'est pas assez pour être dérangeant. Puis, c'est une belle lecture invitante là, qui donne le goût là, de parcourir les tomes. On a lu les 4 premiers, là, qui donne le goût quand même d'aller voir là, qu'est-ce que nous réservent les tomes suivants. Là. Je trouvais qu'il y avait une belle évolution entre le tome 1 et le tome 4. Là. Fait que je suis curieux de voir là, qu'est-ce qui se cache ensuite dans les tomes suivants. Mais je suis d'accord avec toi, Olivier. Si j'avais eu le choix, parce que là, on a lu 1, 2, 3, 4, j'aurais peut-être préféré lire 3, 4, 5, 6. Parce que 1 et 2, c'est assez ardu et je conseille à n'importe qui va se lancer dans la série de commencer au 3 parce que, disons que le premier et le deuxième n'amènent pas tant que ça la description du personnage. Je veux dire, à partir du troisième, on comprend quand même toute l'essence qui il est. Puis si jamais vous commencez au troisième, ben on vous le dit, là, qu'est-ce qui se passe dans le premier puis dans le deuxième. Donc, vous le savez, vous pouvez partir de là parce qu'il y a vraiment une évolution. Là. Il y a une belle courbe. Premier, deuxième, moi, je trouvais que c'était très caricatural. Le dessin un peu. On aurait dit, par exemple, les personnages asiatiques, ceux de Lucky Luke. Les femmes, c'était Natacha. J'avais l'impression vraiment qu'on avait vu les personnages plusieurs fois, mais à partir du 3 et du 4e, là, on a une identité plus propre à l'univers de Soda. J'haïs pas ça, moi, la prémisse du fait qu'il part de la maison en étant un révérend et fait sa journée de policier et qu'il doit le cacher à sa mère. J'haïs pas ça tant que la maman reste à la maison parce que je parlais de théâtre d'été tout à l'heure. Moi, j'aime pas les quiproquos. Je vis pas bien avec ça. Je suis extrêmement mal. Je suis mal à l'aise. Et là, au moins, la mère, elle reste à la maison. Donc, c'est moins grave. Il y a moins de chances de se faire pogner. Alors, je vivais quand même bien avec ça, même si la prémisse était un quiproquo. Puis, je trouvais que ça peut amener quelque chose de différent parce que, bon, les moments où il n'y a pas le temps de se changer, par exemple, il agit en policier, mais habillé en révérend. Mais ça, je trouvais que ça amenait une saveur un peu différente.
J'ai pas tant de choses à ajouter parce que ça a été long avant de l'apprivoiser. Vraiment, je suis partie dans le négatif là, à ce point-là. Et là, à partir du 3, mettons, j'ai atteint le 0. Et là, 4, j'ai commencé à vraiment apprivoiser la bande dessinée. Donc, je vais rester sur le neutre, mais ça m'en aurait pris plus là-dessus et je vais me répéter, mais le 1 et le 2, j'aurais préféré peut-être ne pas les lire pour ne pas lire tous ces clichés racistes encore une fois. Là, Mané, on peut pas défendre toutes les BD non plus de leur époque. Voilà. Moi, déjà, en partant, juste la première scène, qui est une espèce de méga poursuite en voiture, en dessin, j'ai trouvé ça, je trouve que ça mettait quand même bien le ton. Je trouve que c'était une bonne scène d'action pour commencer une série. Une ambiance film de flic des années 70, là, French Connection, Serpico, là, les films de Sidney Lumet. Ouais, beaucoup de clichés. Même ça, dans le deuxième, il y a quand même beaucoup de scènes un peu, même un peu intenses. J'ai trouvé ça un peu malsain parfois. Là. Justement, la scène où on voit un noir qui se fait assassiner derrière un conteneur à déchets avec des gars avec des cagoules du Ku Klux Klan. Ça dure 3 cases. Je trouvais ça intense de mettre ça comme ça, un peu sans. Mais ça amène. En fait, ça amène rien à l'histoire. Ça amène rien. Je trouvais ça un peu plaqué là. Puis je cherche pas à trouver du mauvais partout, tout le temps dans les bandes dessinées. J'ai comme l'impression que l'auteur s'est peut-être rendu compte un peu de tout ça et que là, il a essayé un peu de rendre ses personnages un peu des communautés culturelles un peu plus importants, plus développés. Oui, parce que là, c'était juste des criminels. Oui, c'est ça. Oui, tout le temps. Oui, puis en plaçant le personnage dans un contexte un peu plus avec une vie puis des gens autour de lui, là, ça gronde un peu tout ça. Là. Au début, Soda est tout seul contre la ville, là, puis ça fait un peu particulier. Là. Et tu vois, oui, moi, à partir aussi, un peu comme toi, Tania, à partir du 4e tome, j'ai beaucoup aimé ce 4e tome-là, qui est plus complet, qui me semble un peu plus développé. Des bonnes scènes d'action. Il y a un peu de Die Hard à la fin. Ça fait très années 80. Là, on est vraiment dans le film de flic des années 80. Là. À partir du 3 et 4, ça devient beaucoup plus intéressant à suivre. Guillaume? Oui, je suis vraiment content qu'enfin on parle de Soda à l'émission. Parce que c'est une des séries très, très, très importantes de la BD européenne. On aurait pu aborder le sujet dans le combat des genres dans l'épisode où est-ce qu'on voulait trouver la meilleure BD de polar. Et j'avais choisi de parler de Black Sad, le choix paresseux. Le choix paresseux, oui. Le choix paresseux, je l'avoue complètement. C'est le Watchmen de la BD policière. Ah oui, parle-moi pas ce Watchmen. Parce que Black Sad, c'est la quintessence de la BD de détective polar, mais j'aurais vraiment pu aussi parler de Soda, parce que Soda, c'est le pilier de la BD de flic. Je surligne au crayon rouge, c'est pas une BD de policier, c'est une BD de flic. Oui. Dans les médias, un policier, c'est un kit bleu, ça a une calotte, ça mange des beignes dans son autopatrouille. Un flic, ça porte des verres fumés aviateurs, OK? Ça fait tomber les poubelles dans des poursuites badass dans une auto qui a réquisitionné. Et surtout, ça glisse des coffres de char avec des très, 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 très gros guns. C'est Mel Gibson dans L'Arme fatale. Mais les opinions que vous aviez dites qu'il faut survivre aux 2 premiers tomes pour apprécier la série, je suis malheureusement tout à fait d'accord. On avait les 4 premiers tomes en service de presse pour parler de la série. C'est vraiment dommage parce qu'à mon humble avis, c'est effectivement à partir du tome 3 que la série démarre vraiment. Parce que, comme on avait dit, tome 1, Un ange trépasse, ça détonne beaucoup avec Luc Varnac qui avait un style au début, ses proportions plus caricaturales, puis même l'histoire elle-même, j'ai trouvé très, très chargée. Il se passe vraiment beaucoup d'affaires. Il faut respirer, il faut prendre son temps pour la lire parce qu'il se passe 1000 affaires. Finalement, OK, la fille, c'est qui déjà? On a c'est de la misère. Natacha, je l'ai dit tantôt. Oui. Puis il dirait qu'ils ont eu de la misère à tout mettre les pièces du casse-tête au bon endroit pour qu'à un moment donné, ils se rendent compte à l'avant-dernière case de « Ah oui, le policier corrompu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. » Ils ont mis une case explicative avant la fin où ils disent « Ah oui, en passant, le méchant policier, il s'est suicidé. » Quand même intéressant comme entrée en matière, mais on peut peut-être en rester un petit peu sur notre fin. Le tome 2, Lettre à Satan, j'adore les titres des albums en passant. Ça aurait pu être un bon 5e ou 6e chapitre à l'histoire parce que on s'est pas encore assez attaché à Soda pour vraiment se questionner sur ses origines. Tu sais, qui nous drop un flashback pour un tome 2, c'était un peu audacieux.
pas un mauvais album en tant que tel, mais ça aurait pu être un hors-série. On aurait pu attendre un petit peu avant de se creuser sur le passé du personnage. J'aurais mieux aimé voir son présent. En même temps, Indiana Jones, le deuxième, c'est un flashback. Ça se passe avant le premier. Oui, on comparera pas les deux, s'il te plaît. Mais c'est ça, c'est le tome 3. Tu ne buteras point. Moi, j'embrasse mes doigts comme un chef cuisinier. Il nous sent vraiment ce qu'on veut du personnage avec de l'action à revendre. Puis là, on exploite à son maximum la prémisse du policier pasteur. Mais le tome 4, le maudit tome 4, c'est tellement bon. Il y a un beau concept super intéressant avec le MacGuffin du billet de banque mystérieux qui passe de main en main, puis change le destin des gens dans lesquels ils se trouvent. Puis ces gens en question qui sont plus reliés qu'on croirait, puis il y a comme le méchant tueur à gages qui flash bien trop avec ses cheveux longs. Fait que c'est là qu'on se dit, OK, c'est ça, Soda. Ça, je veux lire ça. Fait que je vais vraiment vouloir me taper le reste de la série éventuellement. Ça m'a fait constater que c'est un beau petit bijou de la bande dessinée. Le chasseur de primes, là, c'est comme... ça fait penser... C'était l'époque des vétérans du Vietnam là, qu'on utilisait à toutes les sauces. Donc lui, il y a vraiment son look particulier. Un genre de... C'est comme un mélange entre Rambo, le Terminator, puis tous ces genres de personnages-là là, qui ont fait notre éducation et de Jem et les hologrammes. Jem et les hologrammes, oui. Ouais, aussi. pour les cheveux. Ben oui, pour les cheveux. Ben oui, c'est cheveux blancs. C'est vrai. Ouais. Mais, c'est un personnage intéressant, ça. Mais est-ce que tu as lu les autres tomes de la série, Guillaume? J'en ai lu quelques-uns, mais ça fait extrêmement longtemps. Je pense que j'étais allé un petit peu plus loin. Je me suis peut-être rendu au tome 7 ou 8, mais ça fait proche 15 ans. Là. J'ai vraiment perdu le fil, là, malheureusement. C'est juste un beau souvenir pour moi. C'est drôle aussi dans le... Ben, c'est drôle, c'est pas drôle. Mais dans le troisième tome, justement, le dessinateur qui change en cours de route, puis on peut voir juste avec les scènes du début qui sont à peu près reprises à la fin, là, avec le révérend, son oncle qui débarque à New York et qui rencontre la policière, là, c'est Tchaïkovski. Et à la fin, on voit à peu près les mêmes scènes par le nouveau dessinateur, par Garzotti. On peut voir vraiment quand même les deux styles assez différents. Là, c'est intéressant. Le nouveau dessinateur, ses personnages sont beaucoup plus définis. Là, alors que le premier, c'est peut-être plus nerveux là, comme style. Oui, ça faisait penser un peu à du Frank Miller, comme le méchant du premier, l'espèce de tueur à gages avec une grosse tête et des lunettes rouges. Là. On jurait que c'était un bonhomme dans Dark Knight Returns. C'est vrai, hein? Avec un petit trait un petit peu, petit coup de crayon un petit peu plus nerveux, là, très texturé. Là. Personnage qu'on peut pas trop savoir. Au début, on se disait, c'est-tu un japonais? Finalement, il y a un nom genre irlandais. Ouais. Mais c'est de personnage qui se peut vraiment pas. Là. Viande hachée Callaghan. Viande hachée. Oui. Super. C'est parfait. Mais moi, j'ai pas eu ça. Le premier, par contre, moi, j'ai quand même beaucoup aimé le fait que ça commence dans l'action. Suivez-nous, là, on part. Là. Oui. Même si c'est vrai que le premier tome, là, c'est pas... oui, c'est le fun. C'est un petit peu laborieux. Là, mais... Qui mettent la table en disant « OK, gang, on va briser les objets, c'est beau. » Mais il manquait quand même un petit peu de contexte. Ouais. J'aurais aimé qu'on attende plus loin que la moitié de l'album pour qu'on comprenne c'est qui la fameuse Larcy qui est si importante au récit. Mais il manquait une couple de petites briques à ce beau château en Lego. Là. Puis moi, je veux pas avoir l'air du zouf de service, mais le fait qu'il y ait juste 3 doigts dans la main gauche, je l'avais pas remarqué pantoute avant que je le lise dans un article après. Ben, il porte comme un gant. Oui, je sais. Mais j'avais comme pas remarqué. Il le porte même dans la douche, comme un gant de cuir. Là. Il a dû le saloper sur un moyen temps. Il doit sentir. Son gant, il doit sentir là, le sueur d'entre-doigts. Si on se souvient des épisodes où tu parles des vêtements du capitaine Haddock qui doivent sentir l'humidité. Ça doit être dégueulasse. Rappelle-moi pas cette odeur-là. Maintenant, on va prendre les personnages de l'univers de Tintin et on va essayer de leur associer un équivalent dans la BD Soda. C'est ce qu'on appelle, mais dorénavant, le questiomètre. C'est la partie, évidemment, scientifique de l'émission. C'est ce qui va nous permettre, donc, à la fin, de donner le taux total Tintin. Et pourquoi on compte en Tintin? Vous savez qu'habituellement, on calcule le tout avec un appareil qui s'appelle un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que ça fait, un goniomètre? Que dire du goniomètre? C'est un appareil qui sert à mesurer les gonios.
On n'a plus notre goniomètre, il s'est déréglé. Donc, on compte en Tintin. Et pour ceux qui veulent faire la conversion à la maison, si vous avez un goniomètre à la maison, c'est très simple. Un Tintin, c'est équivalent à 1,33 gonios. Et on rappelle que la note finale, c'est évidemment pas une note sur la qualité, c'est vraiment une note sur la comparaison avec Tintin. Allons-y tout de suite avec les personnages. Qui, dans Soda, serait le meilleur Tintin? Ben, je pense que ça tombe sur le sens que c'est Soda. Hein? Il n'y a pas vraiment... on va je pense dire qu'on Soda. ne s'ostinera pas beaucoup là-dessus. Mais tu sais, c'est le héros, puis moi, je trouve encore qu'il est quand même bienveillant là, avec sa mère. Oui, puis il y a quand même une belle balance entre... ben, c'est sûr que c'est surtout l'action, là, mais il y a un raisonnement quand même. Là, quand on parlait du tueur à gages, il réfléchit pourquoi il cherche à tout prix ce biais-là. Fait qu'il y a un bon ratio intelligence-force, là, un peu comme Tintin. Il est beaucoup plus vulnérable que Tintin, par contre, parce que lui, il travaille fort pour gagner ses combats. Tintin, c'est un coup de poing puis c'est réglé. Et d'ailleurs, c'est pas Tintin parce que, comme on a mentionné, il manque 2 doigts. Oui. Et Tintin, s'il avait perdu 2 doigts, il les aurait repris avec son pouvoir de régénération parce que Tintin, n'oublions pas, c'est Wolverine. Donc, il a perdu 2 doigts, ça y en fait donc 8, donc ça serait plus Mickey Mouse. Oui! C'est le meilleur Mickey Mouse. Forcément. Si on se base juste sur les doigts, là, 4 doigts, c'est 4 doigts dans chaque main, c'est Mickey Mouse. Mais oublions pas quand même que quand il se fait tirer dessus sur la tête, hein, il y a quand même une balle qui ricoche sur son queue chevelu. C'est pas faux. Ah oui. Il n'y a peut-être pas tout le squelette en adamantium, mais qui dit qu'il n'y a pas certaines parties? L'expérience n'a pas été complétée. Parlant de cuir chevelu, on dit dans la BD qu'il est roux, mais il me semble plus rose, moi. C'est pas un rouquin, c'est un rosin. Ça dépend si ta BD a vieilli au soleil ou pas, peut-être. Ben, j'ai lu la même que vous autres. Oui, on c'est a un lu le même PDF. PDF. C'est la luminosité. Hein, ça. Ouais, peut-être. Un roux vénitien, c'est plus blond. Lui, c'est peut-être un roux star vertical qui est plus rose. Un roux d'Arizona. C'est pour ça. C'est une autre belle question de même. Ça va. Lance-nous pas. Une chance que tu es là, Guillaume, pour nous donner des réponses à des questions, des réponses inattendues à des questions tout à fait de base. Meilleur Haddock. Ce serait Babs. Babs. Moi, je mets Babs, cet officier qui est un peu son meilleur ami, qui le sort un peu de la chenoute et qui est aussi un de ceux qui l'aident avec sa mère quand il l'appelle. Oui. Là, donc, lui, il se fait passer pour un gars de l'armée du salut. Cet officier qui est infidèle à sa femme. C'est un habile mélange entre le capitaine Haddock et Micro dans The Punisher, parce qu'il l'aide sur l'ordinateur. C'est vrai. Ouais. Il y a un petit peu d'Alfred aussi là-dedans, là, dans aussi. Batman. Là. Ouais. C'est lui qui connaît le secret, là, qui préserve un peu le secret de Soda là, devant Marie, la mère de Soda. On devrait dire Mary. Hein. Babs, il est pas tant sur le terrain autant que Haddock l'aurait été. C'est pour ça que moi j'ai mis Linda Tchaïkovski, qui est policière d'uniforme, mais clairement flic au cœur. Elle va être plus importante plus tard dans la série. Elle prend déjà une certaine importance dans tomes 3 et 4. Mais sur une couverture, donc. Oui. Elle a quand même un tempérament bouillant. À un moment donné, qu'elle sac une volée à un détenu parce qu'il a dit de quoi qu'il fallait pas. Ce qui est un très bon gag en 90, mais on lit ça aujourd'hui, on se dit OK, c'est de la maudite brutalité policière, c'est pas le fun. Moi, je trouve que c'est une bonne capitaine Haddock. Mais c'est vrai aussi. Ouais. Meilleur tournesol. Moi, c'est là que j'ai mis Babs. C'est comme le gars dans la vanne qui sait tout. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un raisonnement intéressant. Moi, j'ai eu de la misère à placer justement Tournesol parce que ces 2 personnages-là, je les avais placés ailleurs. Je parlais du capitaine Pronzini, là, pour son côté décalé un peu. Là, puis, il n'a pas toujours l'air de savoir là, qu'est-ce qui se passe dans le bureau. Puis il y a toujours un nouvel animal domestique. Oui. Je trouvais que, comme Haddock, comme Tournesol a toujours une nouvelle patente, ben lui, il a toujours un nouvel animal domestique à son bureau. Étant donné que c'est Dupuis, pensez-vous que la tortue qu'on voit plus, c'est la tortue qui se ramasse dans Boulet Bill? Caroline? Ouais. Elle s'appelle Sophie. Je lui lance ça de même, là. Peut-être. C'est pas Sonia? Sonia? Ah, peut-être. Oui, je pense que oui. Ben, c'est peut-être Sonia Caroline chinoise. Ouais. Elle parlait pas, puis là maintenant elle parle. C'est ça. Mais non, mais c'est comme quand il faut faire mourir un personnage parce qu'il s'en va tourner un film dans une série. Là. C'est ça. C'est tout à fait pertinent. Et tu trouves une tortue, tu demandes son nom, elle a beau s'appeler Caroline, elle te le dira pas, c'est une tortue. C'est vrai. Ben justement, meilleur animal de compagnie. Sonia.
Ben, justement, oui, c'est ça. Sonia Caroline. Moi, j'avais mis Goliath, le chat de Mary. Hein. On le voit dans pas toutes les tombes, là, mais en tout cas, il y a un chat dans l'appartement de Soda, là, à ce qu'on comprend. Sinon, oui, il y a tous les animaux de compagnie du capitaine Tronzini. J'ai vu une liste, parce que oui, il y a la tortue, mais il y a aussi, dans le tome 3, il y a une mouche, un chaton. Oui. Plus tard, il va y avoir un cochon d'Inde, une grenouille, un poisson rouge, un Tamagotchi et finalement, petit clin d'œil, un écureuil comme un autre personnage de bande dessinée l'on connaît. Un spit. Mais je pense que l'animal de compagnie pourrait faire office. Tu sais, l'animal du moment fait office de Milou, générique. Oui, c'est ça, oui. Genre. Meilleur Castafiore. Ouais, moi, c'est là que j'avais mis l'agente Tchaïkovski. Il y a comme un genre de love interest. Oui, il y a quand même il y a une petite tension. Hein. Dans les tomes, où est-ce qu'on est rendu, là? On ne sait pas peut-être plus tard qu'est-ce qui arrive, là. Je l'ai mis aussi. C'est pas parce que tu es ad hoc que tu peux pas être Castafiore. On est en 2020. C'est sûr, hein? C'est sûr. Mais moi aussi, évidemment, j'avais mis Linda. Puis c'est un personnage quand même cool, là. C'est pas, oui. En tout cas, je trouve pas que c'est un troisième rôle, là. Tu sais, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, comme on l'a dit, elle a du front. Je pense qu'elle est intéressante à voir aller dans la série. Là. La première fois qu'on la voit, là, à look. Ouais. Meilleur Dupont? Moi, je pense que les policiers bleus, les confrères... Oui, les policiers en général, oui. Les génériques, là, qui sont pas un enquêteur, là. La force constabulaire. Ouais, en général. Dont l'agent Benvenuto Ballesteros Jr., alias Balenos, ce qui est un jeu de mots qui ne marche pas dans l'anglais que la série est supposée être. Et le caporal De Soto, qui est un peu colon, qui se pense bien hot, mais qui l'est pas full. Ouais. Meilleur Rastapopoulos, le méchant qui tire les ficelles. C'est difficile, hein? Il n'y a pas de grand méchant. Ah, ben c'est dans ce temps-là, hein, moi je suis allée avec le concept abstrait du crime new-yorkais. Voilà. C'est bon. Oui. Ben, moi, j'ai carrément dit New York. OK, oui. Ouais. Qui pond des criminels comme une reine alien. Rastapopoulos a un petit côté caricatural des fois. Là. J'ai mis Martini, le chef des Black Muslims, avec une espèce de lunette qui se peut pas là, à la Star Trek. Là. Tu sais, une petite bande là, pas épaisse. Là. Mais tu sais, c'est vraiment juste pour mettre de quoi, là, parce qu'effectivement, c'est pas de grand méchant. Là. Meilleur Alan Thompson, on va peut-être avoir plus de chance avec Alan Thompson, meilleur homme de main, nouvelle catégorie. Là, on peut mettre tous les tueurs à gaz. C'est là que moi, j'ai mis Magic Sam avec ses cheveux doux, là. Qui a des beaux cheveux. Et Stuart Callaghan, alias, je répète, viande hachée. Ben oui, exactement. Moi, je suis dans les mêmes eaux. J'allais peut-être mettre Max, qui est je sais pas trop, un itinérant déguisé en sœur, en bonne sœur. Oui. Homme de main dans le sens qu'il donne quand même des informations là, à la police. T'sais, il joue un peu entre les deux. Fait que, il est sur les deux camps. Fait que j'allais peut-être le mettre là. C'est ça, mais j'étirais l'homme de main. Là. Les meilleurs frères Loiseau, les méchants de seconde zone. Il y a toute la gang du fourgon dans le... Les 10 détenus. Ouais. Oui. Dont 7, c'est ça, dont 7 sont complètement incapables, puis 3 sont pas si pires. Ben, je pense qu'il n'y a pas tant de frères Loiseau dans Soda, parce que les frères Loiseau, c'est des méchants de seconde zone facilement défaits. Mais dans la série, même les voyous de bas étage sont vraiment dangereux puis passent proche d'abattre Soda assez facilement. Ouais. Et plusieurs autres personnes, là. Non, le crime est efficace à New York. D'ailleurs, dans le premier tome, Soda poursuit Viande hachée Callaghan à Brooklyn. Dans une des cases, ça dit « Ça doit faire un bail qu'on ne fait plus de tourisme dans Brooklyn. » Ça a changé quand même pas mal. Hein? Brooklyn est tout délabré. On dirait que la guerre est passée là. Maintenant, Brooklyn, c'est hyper gentrifié. La ville a été nettoyée grâce à Lin-Manuel Miranda et Hamilton. Lui-même. À bout de bras. Oui. Meilleur Irma. Ben, moi, c'est là que j'ai mis Mary, la mère de Soda. Là. Cette pauvre veuve au cœur fragile. Est-ce qu'elle croit vraiment son fils? Est-ce qu'elle veut le croire? Là? Des fois, on la voit là, derrière l'épaule là, qui surprend des conversations, mais tout de même,
sais pas. Et c'est un personnage de vieille madame qui est affectée du syndrome de Tante May. C'est-à-dire qu'elle a l'air d'avoir à peu près 70-80 ans. Mais l'oncle de Soda qui a l'air d'en avoir 40, il y a comme un gap d'âge. Peut-être qu'au fil des épisodes, elle rajeunit de plus en plus. Là, puis dans les derniers tomes de Soda, elle a quasiment l'air de sa sœur. Comme dans les Spider-Man. Ça me surprendrait. Mais je sais pas, Mary, là, quand même, elle vit avec son fils qui s'occupe bien d'elle. Je pense qu'elle n'a pas un si mauvais sort comparé à Larcy dans le tome 1, la pauvre chouette. Elle finit pas très bien son affaire. Et toutes les femmes du tome 2 toute la gang meurent. Oui. Excusez pour des divulgachés. Là, mais... Puis, moi, j'ai mis... la poupée gonflable qui reçoit une balle perdue. Oui, il y a ça. Hein? C'est ça. Il tire à travers le plancher pour se démenoter. Puis... Oui, c'est assez grotesque, cette scène. Oui, et... on n'a pas eu le temps de s'attacher au personnage, puis pas vraiment. On l'enlève comme ça. Et oui. Meilleur Zorino. Moi, j'ai mis Martha, la femme de Babs, et les enfants. Parce que pourquoi faut-il que Martha et les enfants s'en aillent? Au Connecticut. Pour le plus grand plaisir de Babs. Oui, et de ses conquêtes nombreuses. C'est là que j'ai mis Mary, moi, la maman de Soda, ce qui est comme à l'antithèse de ce qu'un Zorino devrait être, mais c'est comme la petite chose vulnérable là, que le héros essaye de préserver désespérément. Meilleur Séraphin Lampion. Personnage casse-couille. C'est là, moi, que j'ai mis Martha. Parce qu'elle a l'air assez... c'est vrai elle a l'air assez mégère. particulière. Ouais. Mais en même temps, son mari se passe à peu près le bottin complet de la ville de New York. Ouais, je sais bien. Dont Brigitte Bardot dans le 3 ou le 4. Celle qui a juste un verre de champagne dans le creux des dans le creux reines. ouais. Il se pogne en tout cas des vraiment belles filles. Oui, pour ce vieux bedonnant... En tout cas, il y a sûrement quelques secrets bien cachés, ce Babs. Il y en a quelques-uns. Il y a le pasteur McIntyre du tome 3, le frère de Mary. Ben, quoique, il y a comme une bonne rédemption. Au début, il est tannant, mais finalement, on se rend compte qu'il est bien cool, finalement. Il y a le capitaine du tome 1, Horatio G. Bergamo. Il n'est pas correct. C'est comme le cliché du capitaine qui demande au détective de venir dans son bureau parce qu'il a fait trop de casse. D'ailleurs, c'est le fils du célèbre professeur. Hein? Oui, Bergamote. C'est vrai. Hippolyte Bergamote. Fils de Hippolyte et de Tisane 2. Meilleure boucherie sans eau. Meilleur commerce. Il n'y a pas beaucoup de commerce. Il y a quand même l'armée du salut qui est l'espèce de raison pourquoi Babs appelle tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vraiment à l'armée du salut, tu sais, c'est juste un front. J'ai mis la boutique d'informatique dans les environs de Tompkins qui s'appelle, et là je crie au génie, Tompkins Computers. D'ailleurs, le fonctionnement des ordinateurs dans ce tome-là m'a laissé très perplexe. J'étais comme pas sûr que ça se pouvait, tout ce qui se passait. Enfin. Sinon, le meilleur goniomètre, meilleur objet. L'habit de révérend. Oui, moi aussi, j'avais ça. Moi, je lève aussi mon chapeau à la machine à écrire Thanatos. Oui. Tome 2. Cet objet du démon. Oui. Qui est si proche d'être Thanos. Ça m'a quand même bien fait rire, ça, que le fait que beaucoup de monde commente le fait que, parce que c'est écrit Thanatos, il parle grec. Ouais. Comme si automatiquement tu avais quelque chose écrit dans une langue étrangère sur un de tes objets. Ça voulait dire que tu parles cette langue-là. On parlerait beaucoup tous très bien anglais. Oui, ou même japonais des fois. Oui. C'est ça. Puis tous ceux qui possèdent de la sauce sriracha, là. Les petits caractères. Hein. Et finalement... Attendez. Pour le goniomètre, il y a aussi le billet de banque du tome 4. Oui, c'est vrai. Un objet super important. Raison. Pour aller dans le sens du goniomètre aussi, il y a l'émulateur dans le tome 3 ou 4, je me souviens plus, où est-ce que justement, quand il est dans Tompkins Computers, dans le 4. il dit à Babs, OK, plug-toi sur ton ordinateur, j'ai mon émulateur. Et il élabore absolument pas. On sait pas ce que ça fait un émulateur. Ça émule. C'est important. Avec le gars du magasin qui attend à côté, avec son café, en tout cas. Parce que moi, dans ma tête, un émulateur, tu peux jouer à des vieux jeux Nintendo piratés. Là. OK, Babs.
J'ai starté l'émulateur, là. On joue en punch out. On se fait une game de Oui, Mario mais dans ce Bros. temps-là, ils pouvaient pas. C'était en plein dedans. Tu peux pas émuler des jeux de Nintendo. Les Nintendo existaient. Oui, mais le crime new-yorkais, c'est des gros pirates informatiques. Je suis sûr qu'ils avaient piraté déjà. Ouais, c'est sûr. Ils ont tout émulé, François. Petit Pac-Man, peut-être. Ils passaient leur journée à jouer à Ikari Warriors. Et bon, finalement, le meilleur Michel, qui on le rappelle, parce que vous dites encore probablement, mais qui est donc Michel dans les aventures de Tintin? C'est l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune. C'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme. On va se le dire, Michel, c'est un T-bone de sexe. Et qui est donc le Michel? Moi, j'ai mis les 10 détenus du tome 3 qui ont toutes des merveilleuses sales gueules de truands. Mais surtout le Griffith, Oui. qui est le dernier de la gang. Là. Lui, il a particulièrement un look. Il est très charismatique. Moi, on le voit beaucoup. Là. Je sais que ça peut-être que ça ne qualifie pas de Michel, mais Magic Sam est un personnage qui a énormément de charisme. Les cheveux de cet homme. C'est Oui. une crinière. Les beaux grands cheveux blancs. Ouais. Mais ça doit boucher le drain de la douche, ça. Ah oui. C'est Et sûr, là. mais... Ouais, mais lui, là, c'est un gars qui est un vétéran. Là. Il se lave au savon sec. Là. Et il ne prend pas ça sa douche. Il passe les cheveux pareil. Savon sec et revitalisant sec. Du sable. Moi, j'aurais mis le docteur, Quel docteur? Oui. celui dans le tome 4, j'ai oublié son nom. Ah, Dr. Waller, oui. Oui, c'est voilà, vrai. Waller, Dr. Waller. Désolé, je ne l'avais pas noté. Je me suis dit, il serait un bon Michel, puis je ne l'ai pas écrit. On le voit quand même un peu, mais tu sais, en tout cas, il a une bonne job, une bonne personne, beau monsieur. Mhm. Michel. Ça coche les cases. Ça coche les cases. Michel, qui a quand même beaucoup de caractéristiques pour quelqu'un qu'on voit 3/4. On est capable, on est quand même capable de broder beaucoup C'est pas autour ça de notre ça. marque de commerce? Oui, oui, t'as bien raison. Je pense encore que Moulin Zor laisse vraiment beaucoup de cash à la table en refusant de faire un spin-off des aventures de Michel. Ah ben ça, c'est garanti. Moi, j'achète tout en précommande. Michel, le réseau vient de planter. Papam, papam, papada. Je ferme l'ordinateur, puis il le repart, puis c'est correct. Avec son émulateur. On va rajouter une dernière question. À l'époque, quand on passait à la radio, on avait toujours des chansons avec des liens parfois tordus. Quelle chanson on pourrait donc associer avec la BD de ce soir? Ben, moi, je mettrais comme une ambiance, là, je mettrais la chanson thème du film Shaft. Une ambiance un peu cool, là, funk, disco, là, pour aller avec les scènes là, dans le noir new-yorkais. Ben, si on veut prendre au pied de la lettre le titre de la série Soda, il y aurait toujours aussi Miss Pepsi de Robert Charlebois. Oui, et Soda, c'est aussi un homme 7-up, comme dans la chanson des Respectables. Never down, always up. Un homme 7-up, always keep on top. Hey, moi, je suis plate. Un moment donné, ils sont dans une place, là, il y a de la musique, puis il y a la tune Relax qui joue. Fait que j'aurais mis ça. Hein? En même temps, Un endroit où tout le monde est extrêmement cliché. Oui. Donc, il aborde les sujets des bars gays avec une subtilité à laquelle on peut s'attendre dans une BD européenne de la fin des années 80. Maintenant, on va passer, donc on va tous donner une note sur 100 qui sera notre taux Tintin individuel. Par la suite, on va convertir ça dans une note finale qui sera le taux total Tintin. Tout ça sera converti en un graphique en pointe de Tarte Tintin que vous retrouverez sur la page web de l'émission et également sur notre page Facebook. Combien sur 100 donnez-vous à Soda? Ben, on dirait que je le sais qu'il y a des ressemblances, mais j'ai mis 23. Parce qu'on dirait que je suis pas capable d'associer les deux univers dans ma tête, même si on a ressorti des personnages. Oui, mais c'était dur quand même, j'ai trouvé, d'associer des personnages. Tu sais, il y a un héros, là, on a sorti quand même une couple d'affaires, mais 23. Non, c'est correct, Tania. Non, oui, T'as pas besoin de te justifier. Non, hein, voilà. moi, je me suis retrouvé un petit peu plus que ça quand même que toi, Tania. C'est peut-être dans le ton ou dans le traitement. C'est vrai que, à part le héros là, qui m'a fait penser un peu à Tintin, on n'est pas vraiment dans l'équipe autour de Tintin puis dans le même genre d'aventure, mais j'avais ce feeling-là que je devais mettre un petit peu plus. Fait que j'ai mis 40. C'est correct. C'est correct aussi. Hein? Pas de mauvaise réponse. Non, ben non, il n'y a aucune mauvaise réponse. Mais pour moi, Sauf c'est des ça. fois. Oui. En fait, moi, c'est ça. J'essayais aussi de me raccrocher à des détails pour voir là, comment je pourrais noter ça.
En fait, je me suis basé sur 2 cases qu'on trouve dans le 3e album. À un certain moment donné, le révérend McIntyre dit sapristi. Oh. Et moi, évidemment, des sapristis, ça fait automatiquement augmenter la note. Ces fameux sapristis d'Arizona. Oui. Par contre, dans le même album, à un moment donné, on voit le révérend dans les flammes, en silhouette dans les flammes, qui tient quelqu'un à bout de bras. Et ça m'a fait beaucoup penser à une case à peu près identique dans la BD V for Vendetta, qu'on avait déjà fait l'an dernier et qui avait pas eu une très haute note, un très haut taux total Tintin. Donc, j'étais comme entre les deux, à mi-chemin entre les sapristis de Tintin et V for Vendetta. Je donne 1,50. Eh bien, je vais vous parler d'une série de bandes dessinées où est-ce que c'est un personnage rouquin qui combat le crime, mais on lit les 2 premiers albums puis on se dit « Ouais, il me semble que c'est un peu raciste, ça. » De quelle série je parle? Oh, c'est dur à dire. Oh là là, 90 Tintin. Oh, moi! Si, boulot. Mon Dieu! Tiens-toi. Hey, c'est le taux total Tintin le plus avec L'écart type est grand. le plus grand écart type, c'est fou. Wow! Ça nous fait 51 Tintin. Ah! C'est super. Ben, ça représente très, très bien ce qu'on vient de dire. C'est Ben, ça. Je veux dire, je suis oui, tombé- c'est une moyenne, mais bon. Je suis tombé direct dessus. Boum. Oh, wow! Hein, on est passé de 23 à 90. Il y a Il y a 5 ans. quoi, hein? Il y a C'est- 5. Ben oui, Il y a ben oui, 50, puis c'est ça la réponse. c'est incroyable. Ah ouais, Soda, c'est le Tintin de Frank Miller, là. Ben moi, je le trouvais pas. OK. Mais c'est correct. C'est ça, on a tous des opinions différentes, on a tous des lectures différentes. Je le sais. Mais là, Ouais. à cause de ça, là, moi, j'ai envie de savoir ce que les auditeurs y en pensent. Fait que Certainement. allez commenter en dessous de la publication, n'importe où, là. Écrivez n'importe où. On vous retrouve. Il y a Est-ce tellement que de moyens c'est de Tania ou communication. Guillaume qui a raison? Oubliez moi puis Olivier, là, parce qu'on est comme à peu près dans Trop, le milieu. là. Oui, peloton. Fait que c'est Qui ça. de Guillaume ou de Tania a raison? Ah, l'impression C'est de ça. avoir Si on tort. était au patinage artistique, là, quelle note on enlèverait dans les juges? Ben, c'est les notes à Tania puis à moi, là. Fait qu'on C'est resterait à vos notes. Non, mais il faudrait en enlever Notes des deux. centristes. Ben non. Écrivez-nous. La semaine prochaine, on va chercher Tintin dans Archie. Pouvez-vous croire? C'est audacieux. C'est comme archi, là. Oui, Les rouquins se suivent mais ne se Ben oui. ressemblent pas. Hein? exactement. Non. Mais on va essayer ça, on va essayer Archie, mais on va essayer la nouvelle série Archie qui est parue il y a quelques années et scénarisée par Mark Waid, un vétéran des comic books américains, et également dessinée par Fiona Staples, qui a dessiné Saga, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Donc, on va essayer de voir ça. Est-ce qu'on va pouvoir trouver Tintin dans Archie? On ne sait pas. On ne sait pas. On va le savoir la semaine prochaine. Est-ce qu'on aura un taux total Tintin tout aussi... Médian. Je pense qu'on pourrait être surpris. Pour nous réécouter, évidemment, tous les épisodes de Égal G2 sont disponibles en balado, que ce soit les épisodes de la première saison où on parlait que de Tintin ou tous les autres épisodes des saisons subséquentes. On les retrouve donc sur Apple et Google. Vous pouvez également tout trouver sur notre site web erg2.com. Sur Facebook également, allez cliquer j'aime sur la page Facebook, plein de contenu intéressant, allez vous abonner, égal RG2. Et également, on est sur Twitter au ERG2 et on est également disponible dans Twitter et dans Instagram avec le hashtag MatraqueMolle. Envoyez-nous vos photos de vous qui écoutez l'émission. Oui, on en a eu sur Twitter. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît cette fois, alors ça me rend encore plus heureuse. Et on rappelle que si vous écoutez E égale RG2 en trayant des chèvres ou tout autre animal, on est très, très, très intéressé à voir ça. Alors, je salue Mathilde. Alors, je vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à Tania Beaumont. Fait plaisir. Merci à Guillaume Plante. Merci tout le monde. Merci à Olivier Morissette. Merci. Salut. Mon nom est François Angers. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Égal RG2.